Bonsoir Florent Détroit. Bonsoir. Vous êtes paléo-anthropologue au Muséum national d'histoire naturelle et vous avez co-dirigé l'équipe internationale qui a fait cette incroyable découverte, une nouvelle espèce humaine. Votre trouvaille a fait la une de la prestigieuse revue Nature, publiée hier. D'abord, Florent Détroit, qui est cet Homo luzonensis que vous avez découvert? Est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de lointain cousin? Alors c'est ça, c'est un lointain cousin, c'est pas notre ancêtre, qui vivait donc il y a 50 000 ans, 67 000 ans, probablement un peu plus, sur l'île de Luzon, la grande île des Philippines, là où se situe Manille aujourd'hui. Donc très lointain cousin, c'est impossible qu'il ait été notre ancêtre à un moment donné. Vous parlez des Philippines sur l'île de Luzon. Alors c'est assez incroyable parce que du coup j'ai regardé un petit peu où c'était. C'est une île qui est très touristique. L'endroit où vous êtes en tout cas ça l'est. C'est une grotte où il y a beaucoup de passages et vous faites vos fouilles à portée de main de touristes. Alors c'est vrai que c'est assez atypique, c'est un cas. Cette grotte elle est majestueuse, c'est une grande série de chambres. Très très majestueuses, certaines sont effondrées, c'est vraiment magnifique. Et bien avant l'archéologie, c'est un site touristique phare et majeur des Philippines. Et c'est vrai que concrètement, quand on est en train de fouiller, on se sent un petit peu comme les archéologues en cage, observés par les touristes. Ah là là, que faites-vous ici? Que cherchez-vous? Autant de choses que les Philippins, ces touristes, commence à comprendre, parce que ce petit homme de Callao, ce petit Homo luzonensis, avant de connaître son nom, avant qu'on publie, les premières découvertes avaient déjà fait beaucoup parler d'elle. Alors justement, on peut parler de ce qui vous a amené à cette découverte. C'est une histoire qui commence en 2007, je crois, et vous dites que tout commence avec un doigt de pied. Ah oui, tout a commencé avec un doigt de pied. Vous ici, avez le doigt de pied ici, alors sur le plateau. Pas l'original, Pas mais une réplique, un moulage. Ce doigt de pied, donc, c'est celui qui a été découvert en 2007 et que nous avons publié en 2010. Et son histoire, c'est en fait mon collègue philippin, Armand Miraes, qui est deuxième auteur de l'article que nous avons publié hier dans Nature. Ce collègue philippin avait organisé donc des fouilles archéologiques dans la grotte de Callao. J'y avais pas participé en 2007. Et un jour où j'étais de passage à Manille pour travailler sur d'autres sites archéologiques, il est venu vers moi en me disant « Dis donc, tu voudrais pas regarder au milieu des ossements d'animaux, on a identifié un ossement qui pourrait bien être un ossement humain. » Et c'est ce petit os du pied. Et déjà à cette époque, vous vous dites « Il y a quelque chose ». Alors, c'est vrai que quand il me l'a montré, je lui dis « Oui, effectivement, c'est humain. » Et puis, au fur et à mesure de l'étude de ce petit os, je me suis rendu compte qu'il était très très particulier. Alors la conclusion à la fin de l'article en 2010, c'est de dire bon, c'est probablement un petit Homo sapiens. On n'allait pas réécrire l'histoire évolutive de l'homme avec un doigt de pied. Mais je me disais qu'il y avait quelque chose de particulier. Et donc là, vous continuez et vous entreprenez les fouilles pendant plus d'années. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous vous dites en fait, ça y est, là, je sais que c'est des ossements d'espèces humaines et pas des ossements d'animaux? Alors effectivement, cette découverte, la publication, c'est là que ça a commencé à faire beaucoup de bruit et que ça nous a surtout motivés à retourner sur le terrain, à faire plus de fouilles. Et c'est en 2011 qu'on a commencé à retrouver ce même niveau où se situaient les fossiles. Donc là, vous avez largement gratté de manière très méticuleuse sous terre, c'est ça? C'est environ 2,50 m à 3 mètres sous la surface actuelle du sol de la grotte. Donc effectivement, ça nous demande du temps pour y arriver. Et donc on a commencé à arriver sur ce niveau où se trouvaient les fossiles. Et là, on a trouvé, par exemple, ici une petite dent, une petite prémolaire. Alors assez vite, au moment où on les a trouvés. Alors montrez-la bien, je vais essayer de la montrer pour vous, je ne sais pas. Non, c'est trop petit pour qu'on vous la montre bien. Elle est toute petite. Et justement, elle est non seulement toute petite, mais elle présente des caractéristiques tout à fait particulières qu'on voit bien sur celle-ci. Il y a 3 racines. 3 racines sur une prémolaire, c'est un caractère très très primitif qu'on retrouve chez les australopithèques ou chez les très vieux représentants du genre Homo habilis, Homo erectus, qui ont disparu depuis très longtemps. Et c'était une grosse surprise de retrouver de tels caractères sur un fossile qui date de 60 000 ans environ. D'accord, donc ce sont ces 3 racines dentaires qui vous mettent la puce à l'oreille. Là, vous vous dites, je suis sûr que je suis face à une nouvelle espèce. C'est le premier. Humaine. Alors, qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là? Ce que je me dis à ce moment-là, c'est que effectivement, c'est quelque chose de très particulier, avec des caractéristiques très curieuses, très inattendues, et ça va demander pas mal de travail. Surtout que
c'était une des premières découvertes, mais en quelques jours, hein, on a trouvé tout le petit assemblage que nous avons publié dans l'article hier. Alors justement, parlons un peu de cet Homo lusonensis qui n'a pas encore de prénom, je crois. Non, il n'a pas de petit Vous lui en donnerez ? On y réfléchit, On pense à oui. Lucie, par exemple. Oui, je pense qu'on lui en donnera un. Oui. Bon, est-ce qu'on connaît ses particularités, à quoi il ressemblait, son mode de vie ? Alors, on connaît relativement peu de choses à partir du petit assemblage de fossiles que nous avons. Il y a plusieurs choses très intéressantes quand même par rapport à son apparence, notamment la très petite taille des dents. Chez les primates, chez les hommes préhistoriques d'une manière générale, il y a une forte relation entre la taille des dents et la taille corporelle. Donc, les dents étant toutes petites, mais vraiment minuscules, hein, on pense que probablement Homo lusonensis devait être de petite taille. Petite taille, ça veut dire ? Alors, petite taille, ça veut dire, moi je dirais, équivalent aux très petits Homo sapiens d'aujourd'hui, 1m40, 1m50. D'accord. Bon, la question que tout le monde nous pose, c'est est-ce qu'ils étaient aussi petits qu'Homo floresiensis, cette toute petite espèce d'à peine 1 mètre Non, peut-être un peu plus. A priori, non. Est-ce qu'on en sait sur ses modes de vie ? Parce que j'ai lu que vous posiez des questions sur là où il vivait. Est-ce qu'il vivait dans les airs ou sur Terre ? Alors, dans les airs ou sur Terre ? Alors, effectivement, sur les fossiles, sur un certain nombre de ces fossiles, on voit des caractéristiques très étonnantes. Notamment, une partie de ces caractéristiques, on les avait déjà observées sur le premier os de pied, là, qui sont liées, en fait, en général, chez les plus vieux hommes préhistoriques. Aux muscles des pieds, c'est ça ? Aux muscles des pieds, en particulier aux fléchisseurs des pieds, qui permettent de fléchir les pieds et donc d'attraper avec les pieds. Autant de muscles qui ne nous servent plus beaucoup aujourd'hui. Hein. On n'attrape plus tellement avec nos pieds. Notre pied, il est fait pour être bien stable au sol. Et alors, qu'est-ce que ça voudrait dire pour cette espèce humaine-là ? Qu'est-ce que ça voudrait dire ? Il aurait pu vivre dans les arbres, par exemple, attraper des branches avec les pieds. Vivre dans les arbres, probablement pas. Ça fait 2 millions d'années que l'homme et le genre Homo est bipède strict, c'est-à-dire qu'il ne fait que de la bipédie au sol. Il grimpe plus dans les arbres. Alors, ce serait très étonnant qu'un homme qui vivait il y a 50 000 ans soit retourné dans les arbres. Mais peut-être pas retourné dans les arbres, mais peut-être avec pas mal de facilité à y aller pour se mettre à l'abri, pour se sauver. On doit travailler là-dessus. Bon, la découverte sur une île paraît assez incongrue, en tout cas pour des néophytes comme moi. Est-ce que cette espèce est arrivée là je ne sais pas, moi, en nageant, ça paraît peut-être bêta comme question, mais... Ah non, c'est pas du tout bêta. C'est même une très très grande question hein, qu'on se pose. Effectivement, l'île de Lusone, on sait que pendant tout le Quaternaire, hein, la période pendant laquelle ont évolué les hommes préhistoriques, ça a toujours été une île. C'est impossible d'y arriver à pied sec depuis le continent. Alors comment ils sont arrivés là ? Pendant très longtemps, on a pensé que la faculté à traverser des bras de mer, à faire de la navigation, c'est uniquement nous, Homo sapiens, qui avons été capables de le faire. C'est une idée qu'on est en train de balayer progressivement parce qu'on a maintenant Homo lusonensis qui donne la preuve que des hommes se sont installés sur l'île de Lusone. On a les découvertes d'Homo floresiensis sur l'île de Flores. Alors quoi, ils auraient pu... Sulawesi en Indonésie. Construire des petits... Probablement que ces Homo erectus, ces hommes préhistoriques anciens, n'étaient probablement pas si effrayés que ça par la mer. Et alors, on peut imaginer hein, du cabotage sur des petits radeaux et tout ça. Et puis, 1 fois, 2 fois, 3 fois, on arrive beaucoup plus loin que là où on pensait aller. Et puis, on se retrouve sur une île bien plus lointaine. Bon, une dernière question, très rapidement. Nous, Homo sapiens, sommes toujours là aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'on a résisté et pas les autres espèces, pas l'uso, comme on le baptise ? Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a résisté ? Il y a une des réponses qui consiste à dire qu'on n'est pas une espèce très sympa avec les autres espèces, que ce soit les animaux... ou probablement les autres hommes préhistoriques, ça peut être une explication. Une explication de notre longévité. Merci à vous, Florent Détroit. Je rappelle que vous êtes paléoanthropologue au Muséum national d'histoire naturelle. Tout de suite, c'est dans l'air avec Axel de Tarlé qui revient sur le Brexit. Les 27 se sont accordés sur la date du 31 octobre pour une sortie du Royaume-Uni. C'est dans l'air est intitulé « Ce soir Brexit, l'Europe se divise, l'Angleterre s'enlise ». Ne bougez pas.